Alors bonjour, bienvenue pour la suite de notre capsule vidéo sur l'électrochimie. On en est à la partie 2. Et oui, un autre 20 minutes, je vous embarque dans un autre voyage avec moi. Je vous remercie beaucoup d'être là. Ça vaut la peine, vous allez voir, vous pouvez cheminer à votre rythme. Mais on s'est entendu, n'est-ce pas, qu'on reprenait un petit peu de matière à la maison. Donc on s'en reparlera ensemble sur cette expérience-là. Et comme j'en ai l'habitude de commencer avec mes cours, une petite blague aujourd'hui, on va parler de potentiel de piles. Donc pourquoi vous étudiez l'électrochimie? Mais c'est pour augmenter votre potentiel, bien évidemment. C'est parti pour la deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'une cellule électrochimique? Cellule électrochimique, ça exploite une réaction redox, donc une équation d'oxydoréduction, c'est synonyme. Ce qui se passe, c'est qu'on va forcer le passage des électrons par un milieu externe. Et ce milieu externe-là, vous pouvez voir l'image d'un fil, si vous voulez. C'est possible d'amener se brancher en parallèle pour alimenter en courant des appareils ou, par exemple, venir faire des mesures. Il y a deux types de cellules électrochimiques. On peut en avoir une à un compartiment. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir deux électrodes. Les électrodes, c'est quoi? C'est les métaux. Donc, c'est vraiment des pores de transfert. Donc, un va se débarrasser d'électrons et l'autre va les recevoir. Et c'est par le fil conducteur que les électrons vont passer. Et tout ça va baigner dans une solution électrolytique. Pourquoi? Nous, ce qu'on veut, c'est une cellule où, dans le fond, c'est cyclique. Les électrons peuvent se promener. Donc, il ne faut pas que ce soit un cul-de-sac. Donc, les électrons peuvent se promener dans la solution électrolytique, passer par le fil conducteur, etc. Donc, dans une boucle pratiquement infinie. Une cellule électrochimique à deux compartiments, qu'est-ce qui se passe? C'est on isole la cathode de l'anode. Donc, une électrode va faire office d'anode, une électrode va faire office de cathode. Encore une fois, les électrons passent par un milieu externe, mais l'idée, c'est que pour s'assurer que c'est vraiment une boucle continue, on va unir les deux compartiments avec ce qu'on appelle un pont salin, qu'on va décrire plus tard qu'est-ce que c'est. Alors, étudions un premier type, ce qu'on appelle la cellule électrolytique. Donc, l'idée, c'est qu'une cellule électrolytique va avoir besoin d'un courant externe pour assurer le mouvement des électrons ou le mouvement des charges. L'année prochaine, vous allez voir que l'électrophorèse, c'est basé là-dessus. Donc, l'idée, c'est que le schéma qui est là représente très bien qu'est-ce qui se passe. On a une source de courant. Donc, l'anode est branchée sur le pôle positif de la source de courant externe. Ça amène l'anode à être de charge positive. La cathode, elle est branchée sur le pôle négatif, donc aura un signe négatif. L'idée, c'est que les électrons passent toujours de l'anode à la cathode. Ça, c'est fixe. Je vous rappelle que anode, c'est oxydation, donc on donne des électrons, et cathode, réduction, donc on reçoit les électrons. Les électrons vont donc passer de l'anode à la cathode, mais ils vont passer par la source de courant. Généralement, les deux tiges de métal vont baigner dans la même solution. Et l'idée, c'est comme l'anode est positive, les anions vont avoir tendance à migrer vers le pôle positif, les contraires s'attirent, et les cations de la solution électrolytique vont avoir tendance à migrer vers la cathode car elle est de charge négative. L'autre type de cellule, c'est une cellule galvanique. Dans une cellule galvanique, on n'utilise pas de source de courant externe pour assurer le mouvement des électrons. Donc, l'idée, c'est que les électrons vont aller naturellement d'un côté vers l'autre. Tantôt, on utilisait une source de courant pour que les électrons aient dans le sens contraire de leur volonté, si vous voulez. On va en parler plus tard. L'idée, c'est que des électrons veulent toujours aller de l'anode vers la cathode naturellement, mais l'idée, c'est qu'on peut inverser qui joue le rôle de l'anode et qui joue le rôle de la cathode. C'est à ça que sert le courant électrique. Mais dans le cas présent, on n'utilise pas de source de courant externe, donc le mouvement des électrons est naturel. Voici le schéma pour une cellule galvanique. Donc, généralement, très généralement, on utilise une cellule à deux compartiments. Donc, l'idée, c'est on a l'anode. C'est de là que les électrons partent. Donc, on va considérer ça comme notre source d'électrons. Pourquoi? Qu'à l'anode a lieu une oxydation. Donc, on donne des électrons. Donc, ça crée naturellement une charge négative. Remarquez que c'est l'inverse de tantôt. La cathode, elle, va générer spontanément un rôle positif en tant que receveur d'électrons. Donc, quand tu attires des électrons, tu es positif naturellement. L'idée, c'est que là, du côté de l'anode, comme des électrons qui s'en vont, il va manquer de charge négative. Donc, on va envoyer des charges négatives. Donc, c'est à ça que sert le pont salin. Donc, le petit B-, ce que ça veut juste dire un anion. Donc, par exemple, si dans le pont salin, il y avait du NaCl, bien, ça serait l'ion Cl-. On l'enverrait du côté de l'anode où il y a des charges négatives qui vont manquer.
De l'autre côté, on envoie des charges positives. Pourquoi? On envoie tellement d'électrons de l'autre côté qu'on va avoir un surplus de charges négatives. Donc, on envoie des charges positives du pont salin, donc le petit tube que vous voyez en milieu, donc des petits ions A+, pour venir compenser le surplus de charge négative de l'autre côté. Mais toujours, les électrons passent de l'anode à la cathode. Si on étudie toujours le type de cellule galvanique, prenons un exemple. Donc, on a du cobalt solide qui va réagir avec des ions éteints. L'idée, c'est qu'on remarque que le cobalt devient du cobalt 2+. Donc, si vous remarquez, dans ma cellule de gauche, c'est exactement ce qui va se passer. Du cobalt devient du cobalt 2+, alors que de l'étain 2+, donc vu que c'est des ions, ils sont dans la solution, qui va venir se déposer et devenir de l'étain solide. Donc, j'ai mes deux électrodes. On va les réunir pour faire une cellule, donc une pile, c'est synonyme, avec un milieu externe. Les tiges des métaux solides, donc les tiges solides qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les électrodes, où il y a l'oxydation. Donc, on voit cobalt 0 devient cobalt 2+, c'est l'anode. Et où de l'étain 2+ devient de l'étain, c'est de la réduction. Donc, ça, on appelle ça la cathode. Si vous voulez un truc pour vous en rappeler, les deux voyelles ensemble, les deux consonnes ensemble. Juste pour être sûr, le dessin que j'ai fait n'est pas complet. On n'a pas de mouvement continu des charges. C'est comme un cul-de-sac. Il manque le pont salin. Donc, il manque un réseau qui permet de faire une boucle complète avec les électrons. Si on résume, on peut parler de réaction de demi-cellule. Donc, à l'anode, on voit une réduction et à la cathode, on voit... à l'anode, on voit une oxydation et à la cathode, on voit une réduction. Donc, oxydation anode, les deux voyelles ensemble. Réduction cathode, les deux consonnes ensemble. Si on continue à étudier le type de cellule galvanique, j'espère que vous admirez mes talents en dessin. Non, j'ai pas de talent du tout en dessin, vous le savez très bien. Donc, ça vient d'une référence de chimie des solutions. Donc, j'ai trouvé une super image. Donc là, ça, c'est une belle cellule galvanique complète. Donc, encore une fois, si on regarde vers la gauche, on voit qu'on a notre anode de zinc. Donc, si vous remarquez, il y a du zinc solide qui devient du Zn2+. Donc, ça, c'est l'anode parce que c'est une oxydation. Si on regarde à droite, bien là, c'est du cuivre 2+, qui capte des électrons et devient du cuivre solide. Donc, dans ce cas-là, c'est une réduction. On parle de la cathode. Si vous regardez dans le milieu, l'idée, bien, regardez à gauche. On produit des Zn2+, on produit des Zn2+. Donc, beaucoup de charges positives. On envoie des charges négatives pour venir calmer ça. De l'autre côté, on consomme des cuivres 2+, on consomme des cuivres 2+, donc il va manquer de charge positive, donc on en envoie en support. Le but, c'est quoi? Vous déplacez des électrons. Il faut que les électrons aient envie de se déplacer de l'autre côté. Qu'est-ce qui attire les électrons? Des charges positives. Donc, si on commence à avoir trop de charges positives à gauche, les électrons ne voudront plus voyager de l'autre côté. C'est pour ça qu'on envoie des charges négatives pour venir calmer ça. Il faut que les électrons aient envie de passer vers la droite. Donc, il faut qu'il reste des charges positives. Donc, il ne faut pas qu'il en manque. Donc, c'est pour ça qu'on pallie en envoyant des charges positives pour être sûr que c'est encore attirant pour les électrons. C'est ça le rôle du pont salin. Donc, un petit exercice à faire dans votre document d'exercice. Donc, je vous décris une cellule. Vous avez un schéma à compléter. Donc, juste pour être sûr que vous ajoutez des mots ou des espèces chimiques au bout des flèches. Donc, des mots que vous devriez mettre, bien, vous devriez mettre l'ion Mn2+, l'ion cadmium 2+, des solides. On devrait voir aussi, identifier laquelle est l'anode, laquelle est la cathode. Identifier aussi les demi-réactions. Qu'est-ce qui se passe à l'anode? Qu'est-ce qui se passe à la cathode? Considérez que dans le pont salin, il y a du NO3, ben, le Na+, il s'en va où? Le NO3-, il s'en va où? Et indiquer les électrons, on devrait les identifier où? Un petit détail, dans le cas des cellules galvaniques, ça pourrait être le cas dans les cellules électrolytiques aussi. Les espèces qui se réduisent ou qui s'oxydent n'ont pas nécessairement à être des métaux solides. Donc, par exemple, si on prend l'image qui est là, on voit qu'au niveau de l'oxydation, c'est du fer solide qui est impliqué. Mais au niveau de la réduction, ça peut très bien être un ion qui en devient un autre. Donc, par exemple, ici, on a l'ion MnO4- qui devient l'ion Mn2+. C'est pas quelque chose de solide. Donc, par exemple, ça nous prend quelque chose de solide, ça nous prend un port, P-O-R-T, donc un port d'accès pour les électrons. Il faut que les électrons voyagent dans du solide. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser une électrode de platine. Le platine est excessivement inerte, il ne réagira pas, il ne s'oxydera pas, il ne se réduira pas. C'est vraiment juste un moyen de transfert, un lieu de transit pour les électrons. Donc, les électrons arrivent sur l'électrode de platine et comme ça, le MnO4- peut aller les chercher pour devenir du Mn2+.
parlons de la force électromotrice. Si une réaction chimique a lieu sans apport énergétique, bref, si c'est possible dans une cellule galvanique, et on n'a pas besoin d'en faire une cellule électrolytique. Bref, on n'a pas besoin de la brancher sur une source de courant externe. Ça veut dire qu'il y a des motifs énergétiques favorables à ce que les réactifs deviennent les produits. Si vous avez déjà étudié ça, ça veut dire que c'est une réaction exothermique. Ça se fait tout seul. Dans le cas présent, il est favorable que l'étain soit sous sa forme réduite et le cobalt sous sa forme oxydée. Bref, qu'est-ce qui fait que le cobalt devient 2+, que le SN2+, devient de l'étain et que la réaction inverse, elle, n'a pas lieu? L'idée, c'est que le cobalt voit d'un très bon œil le don de 2 électrons vers l'étain et ne veut pas revenir en arrière. Donc, ça veut dire quoi? C'est que dans le contexte présent, le cobalt 2+ est stable et le SN solide est stable, plus stable que ce qu'il y avait avant. Donc, la force électromotrice, c'est quoi? C'est la force avec laquelle les électrons d'un réducteur se déplacent vers l'oxydant dans une pile électrochimique. Donc, bref, à quel point les électrons veulent passer de l'anode vers la cathode. On appelle ça aussi le potentiel de la cellule. Plus le potentiel, le voltage, si vous voulez, de la cellule électrochimique est élevé, plus ça veut dire que les électrons veulent s'en aller de l'anode et veulent aller vers la cathode. Donc, la cathode est très intéressante. Le potentiel, qu'on va aussi écrire F et M pour force électromotrice, va être positive, donc une valeur positive pour une cellule fonctionnelle. Bref, ça veut dire que si vous branchez du cobalt dans du cobalt 2+, et vous mettez de l'étain 2+ dans de l'étain, vous branchez ça ensemble et vous dites le cobalt, il joue le rôle de l'anode et l'étain joue le rôle de la cathode, et que vous branchez ça ensemble et que le voltage est positif, ça veut dire que vous aviez raison. Ça veut dire qu'effectivement, le cobalt est à l'anode et que l'étain est à la cathode. Donc, c'est ce qu'on veut dire par une cellule fonctionnelle. C'est que l'anode et la cathode sont bel et bien ceux qu'on a branchés dans ces positions-là. La F et M, la force électromotrice, ça se mesure en volts et on travaille ça avec un voltmètre. Donc, vous allez en utiliser un dans le laboratoire d'électrochimie. On va aller un peu plus rapidement sur la force électromotrice, sur la manière de la trouver. Le but, c'est plus de l'appliquer, mais l'idée, c'est qu'un voltmètre, ça ne mesure pas un potentiel, ça mesure une différence de potentiel. À quel point les électrons ont envie de passer de telle anode à telle cathode. Donc, c'est difficile de mesurer le potentiel juste d'une anode. C'est une différence de potentiel entre les deux. À quel point on a envie de voyager du lieu A vers le lieu B. Donc, ce que les scientifiques ont fait, ils ont décidé, OK, statuons un standard. On va prendre l'électrode ESH, qui est l'électrode standard à hydrogène qui est dessinée là. On va décider que celle-là a un potentiel de réduction de 0. C'est vraiment un référentiel. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont branché toutes sortes d'électrodes possibles avec celle-là. Donc, ils ont complété une pile avec celle-là. Et là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils ont mesuré le voltage de tous ces montages-là. Donc, une électrode à côté de la ESH, une autre électrode à côté de la ESH. Ils ont mesuré le voltage entre les deux et là, ils ont fait un tableau après s'être comparé au référentiel. L'ESH ayant 0 volt. Si on est plus élevé que ça, si on est dans les valeurs positives, ça veut dire que l'espèce qu'on a mis en jeu va être facilement réduite. Ça représente un bon oxydant. Donc, ça veut dire que c'est un bon agent oxydant, donc va être facilement réduit, va facilement subir une réduction. Si on est dans les valeurs négatives, c'est mieux que l'espèce soit sous sa forme oxydée, donc c'est un meilleur réducteur. Comme je vous disais, toutes les analyses en comparaison avec l'électrode de référence ESH ont été faites et présentées dans un tableau de potentiel de réduction. Qu'est-ce que ça veut dire, potentiel de réduction? C'est la propension avec laquelle tu veux faire partie de la réduction. Donc, et ça a été mesuré dans des conditions standards, c'est-à-dire 25 degrés Celsius, une pression de 1 atmosphère et les concentrations d'électrolytes à 1 mol par litre. Et ça donne, tadam, un tableau comme ça. Donc, un potentiel de standard de réduction. Donc, vous l'avez dans les ressources Léa. Si vous ne l'avez pas imprimé, vous irez l'imprimer. Donc, l'idée, c'est que vous regardez toutes les demi-réactions, c'est des réactions de réduction. Regardez, on reçoit les électrons et toutes les espèces diminuent de nombre d'oxydation. Donc, c'est toutes des réductions. Et là, si vous regardez à droite, c'est des potentiels de réduction avec différentes valeurs. Donc, on s'est comparé à l'ESH qui est en rose. Comme je vous disais, plus on est en haut, plus on aime ça faire partie de la réduction. Plus on est en bas, moins on aime ça faire partie de la réduction. Donc, un petit truc qui est là, la façon de le voir, c'est que plus on est dans le haut du tableau, plus on aime ça faire de la réduction. Plus on est dans le bas du tableau, plus on aime ça faire de l'oxydation. Donc, l'idée, c'est, par exemple, on vous parle de deux réactions.
la plus haute va s'occuper de faire la réduction et la plus basse dans le tableau va s'occuper de faire l'oxydation. Comme c'est des réactions de réduction, ça veut dire que la plus haute va se faire dans le sens qui est écrit et la plus basse, vous allez devoir l'écrire dans le sens inverse. Il faut que les électrons sortent et non pas rentrent. Donc, l'idée, c'est en haut, c'est votre cathode parce que c'est la réduction et en bas, c'est votre anode parce que c'est l'oxydation. Donc, ça, c'est un petit truc. Fait que je vous vois souvent à l'examen avec votre index, celui du haut pointe vers la droite, celui du bas pointe vers la gauche pour savoir quelle espèce subit de la réduction et quelle espèce subit de l'oxydation. Et c'est un très bon truc. Alors, un petit exercice qui est dans votre document d'exercice, allez consulter le tableau des potentiels de réduction si vous ne l'avez pas déjà sous la main et essayez de répondre à ces questions-là. Comme je vous disais, faites le truc. La réaction qui est la plus haute dans le tableau va être la réduction. L'équation qui est la plus basse dans le tableau va être l'oxydation. Celle du haut se fait de gauche à droite, celle du bas se fait de droite à gauche. Donc, analysez cette question-là et essayez d'y répondre du mieux que vous pouvez. Pour calculer la force électromotrice, bref, le nombre de volts qu'afficherait le voltmètre, c'est l'équation qui est là. Donc, le potentiel de la cellule, c'est la FEM. On prend le potentiel de réduction de la cathode moins le potentiel de réduction de l'anode. Ils viennent d'où ces valeurs-là? Du tableau des potentiels de réduction. Donc, on va juste les chercher dans le tableau sans changer les signes. On les met tels quels dans l'équation. Et comme je vous disais, la FEM, si elle est positive, ça veut dire que la pile que vous avez proposée, elle fonctionne, elle est viable, les électrons passent très bien de l'anode vers la cathode. Si ça vous donne une FEM négative, deux choses. Soit votre pile ne fonctionne pas telle que proposée, ou vous devez la transformer en pile électrolytique, c'est-à-dire vous devez la brancher, donner une source externe. Donc, ça veut dire qu'elle a besoin d'énergie pour fonctionner, il faut y en donner, trouvez-lui une source d'électricité. Donc, un petit exemple rapidement, on branche ensemble une électrode d'aluminium, donc dans une solution de Al3+, avec une électrode de fer dans une solution de Fe2+. Et on se demande laquelle va jouer le rôle d'anode, laquelle va jouer le rôle de cathode. On s'en va fouiller dans le tableau, on va trouver nos deux équations qui mettent en jeu les bonnes espèces. Là, vous voyez, des ions nitrates ne sont pas importants, c'est des ions spectateurs. Donc, on s'en va fouiner dans le tableau et là, on trouve, OK, quand du Fe2+, devient du Fe, le potentiel de réduction, c'est moins 0,44. Quand de l'aluminium 3+, devient de l'aluminium, le potentiel de réduction, c'est moins 1,66. Je les ai écrits dans cet ordre-là, l'un au-dessus de l'autre, en mettant celui qui a la valeur la plus élevée dans le positif vers le haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Celle qui est en haut va se faire de droite à gauche et va jouer le rôle de réduction. Celle du bas se fait de gauche à droite et va jouer le rôle d'oxydation. Donc, pour faire notre calcul de notre FEM, ce qu'on fait, c'est on met les chiffres dans l'équation. Donc, le potentiel de la cathode, c'est la réduction. Je vous rappelle, les deux consonnent ensemble. Et l'anode, c'est l'oxydation. Et si on calcule ça, vous voyez, j'ai juste pris les valeurs, je n'ai pas changé les signes. Ça nous donne un potentiel de plus 1,22. Ça veut dire deux choses. Quoi? La cellule que j'ai fait a ce voltage-là. Et deuxième chose, effectivement, la proposition que j'ai faite, ce que j'ai mis à la réduction, ce que j'ai mis à l'oxydation, ça fonctionne. Je ne me suis pas trompée parce que mon potentiel est positif. On peut se tirer d'autres informations à partir des valeurs numériques des potentiels de réduction. Plus la valeur du potentiel est grande, plus grande est sa propension à effectuer une réduction. Regardons un exemple, ça va être plus clair. Donc, par exemple, ici, j'ai la réduction du cobalt 3+, et j'ai la réduction de l'or 3+. On est riche aujourd'hui. Donc, on voit que les deux valeurs sont dans le positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux, le cobalt 3+, et l'or 3+, aiment bien être réduits. Donc, ça veut dire quoi? Cobalt 2+, c'est plus stable que cobalt 3+, et l'or solide, c'est plus stable que l'or 3+. Ça explique en fait pourquoi le monde entier se base sur l'or solide pour encore aujourd'hui pour les monnaies d'échange et l'argent et stocker l'argent, tout ça, parce que c'est très, très stable, l'or solide. Mais si on regarde, par exemple, le cobalt 3+, vers le cobalt 2+, aime encore plus subir de la réduction que l'or. Donc, si on jumelait les deux ensemble dans une pile, comme le cobalt est plus haut dans l'équation, c'est là qu'aurait lieu la réduction. Il remporterait le rôle de la cathode et l'or n'aurait pas le choix de subir le rôle de l'anode. Si on regarde les deux équations que je viens de mettre, par exemple, là, les deux sont dans le négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux, c'est pas spontané de subir de la réduction. Elles n'aiment pas ça.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que Be2+, c'est plus stable que beryllium solide. Le beryllium est mieux être sous forme 2+, ça ne fait pas son affaire de devenir du beryllium solide. Même chose pour le barium, il est mieux être sous forme 2+, que d'être sous forme solide, parce que les potentiels de réduction sont dans le négatif, donc être sous la forme réduite, c'est pas favorable pour eux. Mais si on les jumelle ensemble, ben le Be2+, va prendre la place, va prendre une place dans le rôle de la cathode, va subir de la réduction et le barium 2+ va apporter l'oxydation parce qu'il est plus bas dans le tableau. C'est déjà la fin. Donc, la fin des deux parties. Vous avez passé au travers des deux capsules. Je vous remercie beaucoup. C'était quand même une longue écoute. Donc, je vous remercie et je vous félicite. Vous devriez vérifier que votre fiche synthèse est complétée, que vous avez terminé les exercices du document. Maintenant, ce que vous devriez faire, il y a d'autres petites ressources à aller regarder. Oui, il y a d'autres capsules vidéo, mais je vous jure qu'elles sont très brèves. Et après ça, vous devriez lire le protocole numéro 4. Vous allez voir, le protocole numéro 4, ça répète beaucoup ce qui vient d'être dit. Donc, vous allez pouvoir le lire peut-être en diagonale ou le lire pour encore mieux comprendre. Mais dans le fond, c'est un peu des notes de cours si vous voulez le protocole numéro 4. Je vous remercie. À bientôt.